effectivement, j'en ai entendu des histoires d'horreur, puis effectivement, en achetant, puis ils ont fait affaire avec des professionnels. Le reprenariat, là, on en entend parler chaque semaine. Une fois semaine, j'avais du monde, hey, salut, tu veux-tu acheter, tu veux-tu investir? Le gars, il pensait que sa business valait comme 2,4 millions. Puis là, j'évalue sa business. Écoute, ça vaut 400 000. Quand ça va vite de même, le vendeur, il se dit-tu, oh non, on l'a pas mis assez cher. Martin Dutout, bienvenue sur le Startup Podcast. On est très heureuse que tu sois ici aujourd'hui. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Écoute, je commence avec une grosse question. Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est drôle à dire, mais je suis facilitateur en vente et acquisition d'entreprise. Facilitateur. Ouais, facilitateur. Mais c'est bien ça. Ouais. J'aime cette transition. D'ailleurs, les auditeurs te connaissent peut-être déjà un peu parce que dans les dernières semaines, on avait une intégration publicitaire de l'entreprise Martin Dutout. Donc là, les gens connaissent un peu ton service, mais aujourd'hui, on va vraiment dive in. Puis je trouve que cet épisode-là est vraiment pertinent parce que le reprenariat, là, on en entend parler chaque semaine. Depuis quelques années, c'est vraiment en train de devenir un thing. Moi, j'étais à l'université, puis les profs, ils nous parlent le reprenariat, la gang, ça va être pour vous, puis tout ça. Fait que t'es la meilleure personne pour venir nous parler de ça. Gentil. Donc, veux-tu nous dire un peu, justement, ça fait combien de temps que tu fais ça, puis qu'est-ce que c'est exactement le rôle d'un facilitateur en vente et rachat d'entreprise? Ouais, puis tu sais, effectivement, il y a comme une vague qui se crée justement là-dessus. Reprenariat, c'est comme tendance maintenant. Mais moi, ça va faire près de 20 ans que je fais ça. Fait que moi, j'ai commencé dans la vie comme entrepreneur. Je partais à ma business, puis j'ai fait une première acquisition il y a près de 20 ans. Puis c'est comme ça que j'ai commencé de dire, OK, mais j'ai acheté une entreprise. Puis là, le monde est comme, hein, comment tu as réussi à acheter une entreprise? Fait que là, j'étais, ben voici comment j'ai fait, Fait que j'expliquais tout le processus, comment ça s'est passé de tout bord, de côté. Puis j'en ai acheté 10 comme ça. Fait que j'étais propriétaire de 10 entreprises. Fait que là, à chaque fois, j'avais du monde, hein, comment tu as réussi? Comment tu as fait ça? Puis là, à chaque fois, il y avait des méthodes différentes, des différentes approches. Puis là, quand j'en revendais, le monde est comme, hein, comment tu as réussi à vendre une business? Puis là, j'expliquais. Puis là, j'accompagnais beaucoup là-dessus. Fait que j'ai accompagné beaucoup de transactions. Au début, je faisais ça par plaisir. J'ai toujours fait ça par plaisir. Puis je le fais encore par plaisir. Mais à un moment donné, j'ai fait, hey, je peux être rémunéré pour ça. Fait que j'étais comme consultant pour des ventes, acquisitions d'entreprises. Puis il y a comme 3-4 ans, j'ai su que ce que je faisais, c'était un métier pour vrai. Fait que c'était pas juste des avocats, pas juste des comptables. Évidemment, on a besoin d'eux autres, mais ça a besoin d'un entrepreneur. Ça prend quelqu'un qui comprend l'humain, qui comprend la réalité des entrepreneurs. C'est tout. Ça, c'est fascinant. Puis il y a 20 ans, quand tu as racheté cette première entreprise, c'était pas un thing, le reprenariat. Pas du tout. Pas du tout. Comment ça s'est passé finalement? Pourquoi tu as fait ça de bord? Ah, écoute, moi, j'ai commencé dans la vie comme en événementiel. Fait que j'ai commencé DJ animateur magicien. Fait que c'est ça que je faisais. Magicien! Ouais, exact. Puis écoute, j'ai acheté ma première. On dirait que j'avais le rêve de dire un jour, je vais acheter une salle de réception. Puis, ben écoute, quand les choses, tu le demandes dans l'univers, ben tu reçois. Fait qu'effectivement, il y a une salle de réception qui était à vendre proche de chez nous. Je me disais, quelle belle opportunité. Je fais de l'acquisition. Je trouvais que c'était comme logique dans mon développement de business de faire ça. Puis là, il y avait une pancarte en avant à vendre ou bien tu as juste contacté la personne? C'est ça, des contacts, etc. Vu l'opportunité, entendu parler. Bon, OK, bon, on va aller voir. Écoute, les discussions se sont passées, puis ça s'est fait. Puis là, c'était quel type d'événement qui se faisait là? Puis financièrement, ça ressemblait à quoi? T'avais quel âge? Écoute, j'avais début vingtaine déjà. Puis c'était de l'événementiel corpo, il y avait de la location de salle, il y avait comme plein de choses. Puis, tu sais, c'était comme une autre mentalité, évidemment, aussi. Fait que, tu sais, on arrive, on reprend qu'est-ce qu'il y a déjà en place. Notre but, c'est pas de tout changer non plus, c'est juste de mettre un peu à notre main aussi, quand même, là-dessus. Fait que, tu sais, au début, là, quand j'ai acheté, je passais quasiment 60 heures là-bas, tu sais, à comprendre les locations de salle, ci, ça. Puis là, écoute, c'était encore des papiers crayons pour faire des offres. Puis là, la cuisinière qui était là depuis 12 ans, elle faisait comme... Ouais, tu sais, puis là, je dis, OK, mais comment vous arrivez à telle soumission? Puis elle me dit, c'est comme ça. Puis là, je fais, OK. Il y a un peu de travail à faire. Fait que là, il a fallu que tu sais, je retravaille les chiffres, tu sais, appelle des fournisseurs, changer un peu le modèle, adapter. Puis là, tu sais, tout ça a aidé. Dans les 6 mois, tu vois, je passais justement, je disais 60 heures à peu près. Puis là, je passais, mettons, 10 heures par semaine. Puis là, j'avais optimisé, j'avais doublé le chiffre d'affaires de la business, j'avais réduit les dépenses. Fait que, tu sais, tout roulait beaucoup mieux aussi à ce moment-là. Fait que je me suis beaucoup amusé là-dessus. Est-ce que tu as comme un profil, toi, financier, humain? C'est quoi ta petite zone de génie? C'est une excellente question. Tu sais, parce que moi, ça a commencé que mon grand-père est entrepreneur, mon père est entrepreneur. Fait que, tu sais, oui, les chiffres, ma mère était beaucoup implantée, tu sais, dans tout ce qui était admin. Fait que j'ai compris vite. Puis j'étais beaucoup avec mon père, j'étais beaucoup avec mon grand-père, comprendre l'humain, connexion, puis de rapidement comprendre une situation, vulgariser, puis être sûr d'expliquer, puis là, de rassurer les gens. C'est à peu près ça, je pense, que le background que j'ai qui ressort du lot. C'était dans quel domaine?
que ton grand-père et ton père avaient des entreprises? Mon grand-père, c'était un courtier en assurance qui avait sa boîte, son agence. Puis mon père, il était frigoriste, fait qu'il était dans le domaine climatisation. C'est pas la première fois qu'on a un invité qui a un parent frigoriste. OK, Moi, je me souviens plus c'était qui notre hôte, mais c'est la deuxième fois que j'entends. C'était une carrière populaire dans ce temps-là. Ben, oui. Encore aujourd'hui. Ben, oui. Probablement. Beaucoup plus de choses qu'on pense, les oui, c'est frigoristes. ça, voilà. Ben oui, énorme. Mais c'est drôle parce que c'était pas tant connu. Je me souviens comme quand ils ont fait le côté légal, qui ont parti les affaires-là. Puis je pense que le juriste qui a pris en charge mon père, il disait frigouste. Puis là, il avait comme écrit frigouste. C'était quand même pas connu, ça. C'était comme weird. Mais c'est ça, frigoriste. Les choses ont évolué depuis. Exact. Là, 10 entreprises. Bon, je dis pas que je veux que tu nous amènes à travers les 10 nécessairement, mais brièvement, c'est quoi les faits saillants de cette carrière-là d'entrepreneur avant qu'on en vienne à vraiment ce que tu fais comme aujourd'hui pour les entrepreneurs? Tu sais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'optimiser les entreprises. Fait que, tu sais, j'achetais des entreprises, je les optimisais. Des fois, par la force des choses, j'y revendais, peu importe, il y a plusieurs situations, mais j'ai vraiment aimé être les deux mains dedans, comprendre la mécanique d'une entreprise. Mais comme je te dis, ce qui m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est l'acquisition, puis la vente, puis cette relation de compréhension de l'humain, puis les chiffres, effectivement, tu sais, amalgamer un peu tous ces côtés-là. C'est vraiment, vraiment ça. Mais c'est ça, je me suis amusé à trouver le meilleur spot d'investissement, comprendre comment une entreprise fonctionne. Puis c'est pour ça que je peux dire aujourd'hui, on a dépassé le 200 transactions à accompagner au fil des années, là. Puis là, avec l'équipe en plus et tout. Mais une entreprise, c'est comme une recette, là. Je veux dire, c'est tout le temps les mêmes choses. Après ça, ce qui sort, c'est toujours le même produit ou le même service, là. Je veux dire, on comprend la mécanique là-dessus, là. Fait que c'est assez facile. Mais est-ce que tu étais dans les mêmes domaines? Tu sais, là, tu as commencé par une salle. C'était quoi la deuxième? Tu sais, c'était quoi les univers que tu as touchés là-dedans? Écoute, j'ai eu salle de réception. Après ça, j'ai acheté un traiteur. Fait que ça venait amalgamer un peu quand même ce qu'on faisait. Après ça, fabrication d'armoires de cuisine, salle de bain. Après ça, fait que les bénisteries. Après ça, une compagnie de climatisation chauffage aussi que j'ai acheté. Une épicerie fine, une boutique en ligne, du coworking, de l'immobilier. Fait que j'ai touché à vraiment beaucoup, beaucoup de sphères. C'est pour ça que quand les gens me parlent de leur entreprise, quand ils m'appellent, faire « Hey Martin, tu sais, ben, je la comprends, tu sais, parce que j'ai touché à beaucoup, beaucoup de sphères. » Il y a des chances que tu aies été proche de ça. Exact. Tu sais, fait que, ben oui, je comprends ta dynamique. Ben oui, il y a ça. Puis ils font comme « Oh, tu connais mon domaine? » Ben oui. Tu sais, ça fait près de 20 ans. Puis j'ai eu les deux mains dedans aussi. Fait que je comprends ta réalité. Fait que souvent, quand je parle aux entrepreneurs, les gens, leurs épaules, tu sais, descendent, font comme « Ah! » C'est le même langage. Exact. Tu me comprends. Tu comprends la réalité. Je sais qu'on va se parler. Puis ça, on va se comprendre l'un l'autre. Puis ça, je pense que ça fait toute la différence. Là, c'était les opportunités qui dirigeaient ton chemin, finalement. Ouais. Puis tu avais comme toujours l'œil ouvert. Ah, ça fonctionnerait. Ah, ça m'interpelle. Ouais. Est-ce que tu es venu à un moment où même ton entourage t'amenait des opportunités? Exact. Ouais. Oh oui, ben c'était ça. Ben, à un moment donné, c'était fou. Là, genre 4 fois semaine, j'avais du monde. Hey, salut, tu veux-tu acheter, tu veux-tu investir? Mais justement, mon rôle est devenu là. Parce que autant si je faisais, hey, écoute, c'est pas pour moi, mais by the way, je connais quelqu'un. Fait que là, je mettais en match. Fait que c'est ça aussi, ma force, c'était de connaître un bon réseau de personnes. Voilà. Puis d'être à l'affût, de dire, ah ouais, OK, mais tu sais, si c'est pas moi, pour X raison, pas parce que c'est pas une bonne business, mais pour moi, ça colle pas avec ce que je veux, je vais trouver quelqu'un, puis on va pouvoir continuer ensemble là-dessus. Fait qu'effectivement, ça a été du bon travail pour ça. C'est ça, c'est même que l'emploi s'est créé. Puis est-ce que, quand tu achetais une business, est-ce que ton cerveau, il se disait déjà, quand je vais la revendre? Combien je vais la revendre? T'avais-tu des objectifs? À ce moment-là, non. À ce moment-là, non. On dirait que j'étais comme, je veux les garder. Puis après ça, j'étais, non, je veux les vendre. Fait que, mais ça a été de la bonne préparation. Mais au début, justement, début 20 ans, d'acheter une salle de réception, je passais pour vendre ça. Là. Moi, j'étais comme, non, je vais le garder, ces affaires-là. Puis, oups, là, OK, ben, c'est devenu une opportunité. J'ai eu un ami qui est venu dans mon bureau un donné, puis il fait, il était un peu découragé. Il dit, j'étais supposé acheter une business, mais finalement, ça n'a pas marché. Je dis, qu'est-ce que tu cherches? Ben, il dit quelque chose de profitable, que je sais que je peux encore optimiser des trucs, puis je peux. Ben, je dis, écoute, je peux te présenter, ma salle de réception va bien. Puis il fait comme, ouais. Je dis, ouais. Puis il fait comme, putain, pardon, je t'en ai fait là, la job de bras, justement, pour monter la business comme elle est là. OK, ben ça m'intéresse. Parfait. On a fait le deal de même. Tu sais jamais comment ça peut tomber aussi, ces opportunités-là, partout. En effet. Est-ce que ça s'est toujours bien passé? Non. Super. Je suis honnête, hein? Qu'est-ce qui fait qu'une transaction se passe bien ou se passe pas bien, ou du moins dans ton parcours à toi?
je voulais pas parler de mon parcours à moi. Non? non, Okay. Non, mais dans le sens non, mais que... parce que moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, là, c'est OK, tu sais, c'est une chose à acheter l'entreprise, blablabla. Mais là, une fois que tu veux la revendre à quelqu'un, puis Camille l'a vécu, parce qu'elle, elle a racheté une entreprise qui avait déjà 13 ans, tu sais. Là, t'as comme, c'est quoi, t'as une balance de prix de vente, comment tu rembourses la personne, j'imagine que tu peux facilement, un peu, pas te faire avoir, mais... Tu sais, je dis pas qu'il y a de la malice là-dedans, mais il y a des choses qui peuvent se passer. Il y a de l'émotion. Il peut y avoir de la malice, finalement. Il y a tellement d'émotions. Il y a tellement d'émotions parce que quand t'es acquéreur, tu veux acheter. Là, t'as un fil, là, tu veux l'acheter. Fait qu'on dirait qu'à tout prix, t'es prêt à laisser des choses aller. Tu fais non. Tu sais, protégeons tout le monde, là. À donner, c'est de l'argent, puis etc. Là, on est en business, puis effectivement, j'en ai entendu des histoires d'horreur, puis effectivement, en achetant, puis là, ils ont fait affaire avec des professionnels juristes, tu sais, puis là, qui se disaient, oui, je vais te faire la transaction, puis là, fait la transaction, mais il avait oublié de faire des changements enregistreurs. Fait que là, il y avait des poursuites qui suivent. Là, tu fais comme, OK, mais comment vous avez pas réalisé ça, tu sais? Mais c'est ça. Tu sais, il y a du monde qui, je vais pas dire s'improvise, mais qui gère autrement une transaction, disons-le, tu sais. Oui, puis tu sais aussi, il faut pas se cacher que les entrepreneurs, il y en a qui sont très... qui comprennent vraiment l'univers financier, puis que c'est facile pour eux, tout ce langage-là, mais il y en a d'autres qui sont plutôt comme juste des passionnés par ce qu'ils font. Puis ces gens-là, ils n'ont pas nécessairement tous les réflexes business, tu sais, de, ben là, justement, je vends mon entreprise, il faut que je pense à aller vérifier X, Y, Z, d'où l'importance de bien s'entourer, d'où l'importance de travailler avec des gens comme toi. Mais faut les trouver, ces gens-là. Parce que, tu sais, moi, quand j'achetais, là, c'est un ami qui travaillait à ce moment-là pour une grande firme. Un vendredi soir, j'étais comme, là, je sais pas trop ce que ça vaut. Lui, il travaillait en évaluation d'entreprise. Merci, Phil, d'ailleurs, d'avoir passé ce vendredi soir-là avec moi au téléphone à évaluer tout. Puis il m'a dit, OK, tel prix négocie tel point, tout ça, mais jamais je l'aurais trouvé. Je sais pas où est-ce que j'aurais pu trouver ces ressources-là. Est-ce que c'est nouveau, ton modèle d'affaires, ou... Ben, le mien, oui. Le mien, oui, d'être l'entrepreneur qui comprend la réalité des gens comme facilitateur. Il y en a des courtiers en vente d'entreprise, mais tu sais, quand j'ai commencé il y a 4 ans, écoute, on était à peine 8 à faire ça. Puis j'appelle ça souvent, il y a des loups solitaires, là, ils font leur truc, puis ces affaires-là sont super bons dans ce qu'ils font, mais tu sais, ils ont leur méthode et tout. Tu sais, moi, au contraire, j'arrive avec une autre perspective humaine, avec une équipe, avec des processus qui vont fonctionner. Oui, c'est nouveau, puis je me le fais dire des fois quand je rencontre des gens, ils font comme « Oh, ça existe au Québec? » Genre, ils sont comme surpris, tu sais. Ben enfin. Parce que aux États-Unis, mettons, c'est plus connu, mettons, ce métier-là aussi. Ici, vraiment pas. Fait que c'est quand même nouveau. Comment concrètement se passe ce métier-là? Les gens t'écrivent pour vendre leurs entreprises. Tu sais, si on plonge un peu dans la vente d'une entreprise, le vendeur, il vous écrit, puis là, vous l'accompagnez. C'est quoi les premières étapes? Ouais, je prends toujours un appel parce que j'aime ça parler aux gens. T'sais. J'aime ça comprendre comment ils ont bâti leur entreprise, c'est quoi leurs valeurs, etc. Ils sont rendus où, puis c'est quoi les struggles qu'ils ont eu. J'aime ça connaître vraiment quand même l'entreprise et l'entrepreneur. Fait que j'essaie tout le temps. Fait que oui, on est contacté courriel, téléphone. Des fois, c'est délicat parce que souvent, les gens, c'est en mode confidentiel. Vendre une entreprise, puis même quand nous, on les représente, on monte des dossiers. Il y a le dossier anonyme, puis il y a le dossier, justement, SIM complet, où est-ce qu'il est là, quand les gens ont signé une entente de confidentialité, c'est là qu'on va les présenter. Mais quand les gens aussi m'appellent, font comme, écoute, quasiment pas en chuchotant, là, mais tu sais, genre, c'est délicat, les employés, il faut pas d'appeler dans certaines heures. Fait que c'est très, c'est ça, faut accompagner adéquatement. Fait que je prends le temps avec eux autres, d'entendre leur histoire, leur expliquer un peu le fonctionnement aussi chez nous, comment le processus fonctionne, puis on voit s'il y a un fit quand même aussi. Fait que si déjà on est bien aligné, ça va bien aller pour la suite, je suis convaincu. Puis là, c'est quoi la suite des choses? Si Camille, aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait prendre toi comme exemple fictif. Faudrait que je maquille. Moi, j'ai entendu cette expression-là souvent. Là, je sais pas si c'est vrai. Maquiller, déguiser la mariée ou genre mettre l'entreprise vraiment top avant de la vendre. C'est quoi le terme, là? C'est un vrai terme, ce que j'ai dit? Oui, c'est un vrai terme. C'est un vrai terme, effectivement. Oui, maquiller la mariée. Maquiller la mariée ou habiller la mariée, qu'ils disent? Je sais pas. Je sais pas, je suis pas mariée, mais... Non, mais ils disent ça pour la vente d'entreprise. J'ai entendu ça plusieurs fois. Là. Fait que, OK, ben, habiller la mariée. Il faut déguiser l'entreprise, la mettre toute belle. Absolument. Parfaite. C'est sûr que l'idéal, c'est ça. Fait que, tu sais, le plus tôt possible qu'on peut se parler pour dire, Yann, voici les étapes que tu dois faire. Si tu veux la vendre dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe, il y a des étapes à se rendre là pour effectivement la mettre la plus belle possible, la plus ligne possible pour être sûr que justement ça se vende bien. Par contre, tu m'appelles aujourd'hui et tu veux vraiment vendre pour X raison. Là, maladie, tu files pas bien, t'es tanné, t'en as... Là, c'est bien correct. Elle vaut ça.
Fait que t'es-tu d'accord que ça vaut ça? Mais si tu veux aller effectivement valoir Chercher plus, il ben peut là, avoir un dernier coup à donner. Là. Absolument. Fait que j'imagine que ça, c'est dans tes premières discussions, de comprendre Toujours. la personne, c'est quoi son échéancier. Exact. Puis là, si la personne a dit, bon, moi, je veux vendre ça dans 2 ans. Ouais. Tu vas finalement travailler avec elle à optimiser. On peut référer des personnes pour ça. OK. Nous, on le fait plus. Tu sais, moi, je l'ai fait pour moi, là, Ouais, d'optimiser les business. J'en fais pas un service. Est-ce qu'on peut l'aider là-dessus? Oui, on a des partenaires qui peuvent aider à améliorer l'entreprise pour ça. Mais sinon, c'est voici les outils, voici ce que tu peux faire, puis on se rappelle. Puis, regarde, cette semaine, j'en ai signé un, ça faisait 18 mois qu'on s'était pas parlé. Puis là, il dit, Martin, là, je suis prêt. Puis là, j'ai fait, OK, cool, tu sais, puis on jase un peu. Puis là, je commence à faire mon pitch. Je dis, non, mais Martin, c'est avec toi, je vais faire. Ah, OK, parfait, c'est bon. C'est bon. Fait qu'il y avait juste eu un bon feel avec ça aussi, avec nous dans le passé. Lui, il Puis va se encore préparer adéquatement Exact. pour avoir Exact. le prix qu'il veut. C'est ça. C'est ça qu'il faut pas oublier, là, tu sais, pour les entrepreneurs qui écoutent, si vous avez une business puis que vous pensez un jour à la revendre, il faut prévoir un petit moment peut-être d'avance pour t'assurer de la vendre au prix que tu veux. Parce que si tu veux la vendre demain, ça se pourrait que tu n'aies pas le prix que tu as en tête. Ben, Peut-être que Ben, oui. ça doit pas souvent arriver que les gens. Tu brises-tu de beaucoup de rêves quand tu arrives avec les soumissions puis ce que ça vaut réellement? à chaque semaine. Ça doit être dur. Comment les gens réagissent? Il y en a que c'est correct. Il y en a qui sont émotifs. Il y en a d'autres qui sont fâchés. Ah oui. Ouais. Non, mais imagine, t'as vécu toute ta vie, t'as bâti ton entreprise. Là, c'est supposé d'être ta retraite, cette entreprise-là. Finalement, ça vaut 300 000 de moins que tu pensais. Là. Et shit, tu débarques. Ah, puis ça peut être plus que ça, je Ben suis oui. certaine. Exact. Parce qu'il doit y en avoir beaucoup qui évaluent le potentiel de vente par rapport à leur chiffre d'affaires. Ils sont comme, mais là, je fais 1 million de chiffre d'affaires, mais ça vaut 200 000 à revendre. Exact. Tu sais, j'en ai eu un, là, concrètement, puis, tu sais, le gars, il pensait que sa business valait comme 2,4 millions parce que ça, tu sais, il y avait plein de raisons, puis c'est correct, je nommerai pas parce que je vais être sûr. mais non. Mais, tu sais, moi, je pense que ça vaut ça pour telle raison. Parfait. Là, j'évalue sa business. Écoute, ça vaut 400 000. Là, je l'appelle, je fais... 2 millions de moins. Ouais. Fait que là, il dit non. Puis là, lui, il était fâché, tu sais, je suis comme... Ben, moi, je te dis que sa valeur marchande, c'est ça. Fait que je suis désolé, puis je peux pas en faire. Fait que oui, j'en brise des rêves parce que les gens ne connaissent pas, quand on parle de valeur marchande d'entreprise, d'évaluation. C'est pour ça qu'on a sorti un outil, justement, pour évaluer les business. Yann, tu m'appelles aujourd'hui, tu veux juste savoir comment vaut ta business? Hey, on te fait un rapport. Tu vas le savoir tout de suite. Après ça, tu feras ce que tu veux. Si tu veux la vendre dans 2 ans, 3 ans, mais au moins, tu sais qu'en date d'aujourd'hui, ça vaut ça. On te sort des points comme de positifs, des opportunités, des risques, sont tous écrits. Fait que, après ça, tu pars avec ça. Ah, c'est ça mes bons goûts. Ah, c'est cool, je vais continuer mes forces là-dessus. Hop, j'ai ça comme faiblesse, mais je vais peut-être les améliorer pour valoir plus cher, évidemment, dans le futur. Tellement, oh wow, ça c'est intéressant. Fait que, concrètement, c'est quoi les outils? Comment toi t'évalues la valeur d'une entreprise? Qu'est-ce que tu regardes? Ouais. C'est sûr qu'on regarde toujours les états financiers. Tu sais, primordialement, état financier, état de résultat aussi. Là, tu te demandes quand est-ce que l'année fiscale est finie. On regarde est-ce que la personne a un bail, puis là, on regarde aussi c'est quoi la valeur du bail par rapport au marché, le salaire du propriétaire. Le salaire du propriétaire, là, des fois, c'est négligé. Parle-nous-en! Hey, c'est vrai. Mais oui, c'est vraiment, des fois, c'est négligé, puis c'est des raisons fiscales, puis c'est normal, mais on vient normaliser le bénéfice net. Pourquoi? Parce que justement, un propriétaire qui dit, écoute, le marché, ça prend 100 000, mais lui, il décide de prendre 150 000. Mais c'est sûr, ça va impacter la ligne du bas, on n'a pas le choix. Puis à l'inverse aussi, s'il se prend juste 50 000, bon, ça booste la ligne du bas. Ouais, mais on va le normaliser pour être sûr que c'est au milieu du marché. Fait que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Mais les deux ont raison de faire ces stratégies fiscales-là. Chaque entrepreneur, chaque entreprise est différente. Mais moi, je pensais qu'il fallait se verser un plus haut salaire pour dire à la prochaine personne qui allait acheter, regarde ce que tu vas pouvoir te verser naturellement. Au final, il faut juste que tu sois bien positionné. Si tu n'étais pas propriétaire de cette entreprise-là, combien tu paierais cette personne-là? Exact. Parce que qui va la gérer? Parce que tu sais, t'as plusieurs types d'acquéreurs. T'as des acquéreurs, je veux dire, plus passifs, t'en as qui sont plus actifs. Est-ce que toi, tu veux opérer comme l'autre personne? Est-ce que tu vas mettre quelqu'un en place? Tu veux-tu verser plus de dividendes? Tu veux te soigner plus de dépenses dans ta business? Tu sais, c'est tellement propre à chacun que tu peux pas... Le but, c'est de normaliser. Tu sais, de dire... Ben, puis tu prends le salaire que tu prends, là, mais je veux dire, si tu penses à prendre plus haut pour vendre, c'est pas nécessairement une bonne solution. Mais moi, dans ma tête, là, si je me verse un salaire de 150 000 avec mon entreprise, mais que, à vrai dire, là, je donne un autre exemple encore plus... qui s'imagine encore mieux. Quelqu'un qui a une business, qui se verse X, Y salaire, puis qui verse 150 000 à sa femme qui est à la maison, qui s'occupe des enfants. Tu sais, moi, j'entends ça des fois, là. Ouais. Parce que ce gars-là, c'est sa business, puis il dit, moi, ma femme, elle reste à la maison, puis je te laisse diverser 150 000 pour qu'elle s'occupe des enfants. Whatever. Rôle inversé, très possible aussi.
Mais moi, dans ma tête, je me dis, à la revente, t'as un qu'à dire, hey, tu vas pouvoir aller chercher un autre 150 000 parce que toi, tu paieras pas ta femme. Tu sais, je sais pas. Moi, je me suis fait un peu vendre ça comme ça, là. Tu sais, dans le sens où, moi, j'ai une entreprise de service. Fait que le salaire du propriétaire, maintenant, il est à toi. Tu sais, ça fait des moins beaux états financiers. Ouais. Mais tu peux le dire. Sauf que là, ce que j'ai envie que tu me dises, c'est oui, mais ça, c'est quand même pas bon parce que tes états financiers. C'est ça. Au final, la ligne du bois pourrait être plus grosse si tu mettais ça à la vraie valeur. Exact. C'est un super bon exemple. Là. Après ça, il y a des stratégies fiscales parce que c'est rare que dans l'entreprise opérante, que là, ils donnent l'argent à. Fait que souvent, c'est dans les fiducies puis c'est réparti différemment. Mais je comprends l'exemple quand même. Ce que je veux juste dire, c'est. Mais continuez à le faire. C'est correct. Mais venez chez nous, on va évaluer la business, on va le normaliser, puis on va l'expliquer. Puis quand on va sortir le rapport, on va le dire. By the way, t'as un 150 000 qui vient dans la ligne du bas. Fait que là, pas de surprise. Fait que ça se justifie, ça s'explique. Les banquiers vont faire OK, parfait. Tu sais, je veux dire. Ça cause pas problème. Pas du tout. Okay. Moi, tant que toutes les choses soient claires dès le début, moi, après ça, il n'y a aucun problème. Puis s'il y a un acquéreur, par exemple, qui dit écoute, c'est pas pour moi, c'est correct aussi. Tu sais, rendu là, c'est propre à chacun de ce que tu es prêt à faire pour l'acquisition d'entreprise, tout simplement. Fait que ce que je retiens de cette étape-là, c'est que tu te verses trop ou pas assez, c'est la ligne, tu sais, c'est les états financiers normalisés qui vont trancher. Exact. Tout va être pris en considération. Absolument. Mais là, je t'envoie une curveball. Les gens qui les gens qui sortent des sous, on va dire non déclarés, je sais pas c'est quoi le bon terme, mais tu sais, surtout dans l'univers. La comptabilité créative. La comptabilité créative, OK, c'est ça qu'on dit. Bon, ben c'est beau, c'est poli. Il y a quand même beaucoup de gens qui font usage de comptabilité créative, surtout dans l'univers de la construction et services rendus finalement, parce que c'est facile de dire à un client hey, paye-moi cash, puis en échange, moi, je te chargerai pas les taxes, tu sais. Ouais. OK, il y en a qui se versent quand même des gros salaires, mais que c'est pas déclaré. Exact. Mais là, moi, je veux comprendre qu'est-ce qui arrive quand tu veux revendre ton entreprise. Tu dis à ton acheteur, oui, il y a 300 000 que tu vois pas. Non, mais écoute, des fois, j'ai ces discussions-là rarement avec des cédants qui font ça. Mais c'est déjà arrivé dans le passé. Puis moi, je leur dis, tu sais, ça vous regarde. Moi, je suis pas supposé le savoir. Puis genre, ça me concerne pas. Moi, je vends ce qui est tangible, ce que je vois, les états financiers, je vois la business. Si toi, tu veux en parler dans le futur, puis que l'acquéreur, ça y tente, fais ce que tu veux avec, tu sais, rendu là, ça me regarde pas. Fait que, mais il y en a des fois, ouais, mais tu vas voir, là, c'est un incitatif. Mais pour qui? Pour toi, c'en était, tant mieux. Mais il y en a un autre qui dit, moi, je suis pas à l'aise. Ben, OK, ça le regarde, il swingerait ça dans ses dépenses puis dans ses revenus, puis tant mieux. Moi, j'ai aucun problème, mais c'est ça. Fait que ça, c'est une autre, c'est délicat comme situation, effectivement. Mais moi, je dis aux gens, tu sais, ça vous regarde. Tu peux pas nommer, mettons, 300 000. OK, t'as-tu des notes de ça? Non, c'est ça, il n'y a pas fait de trace, trace quoi? souvent. Ben non. Fait que tu vends quoi? Oublie ça. Fait que le moins possible, si vous êtes capable de vouloir vendre votre entreprise. Si vous voulez vendre l'entreprise, faites pas ça. Tu veux vendre la business? Tu veux pas vendre la business, tu fais ce que tu veux, rendu là. Moi, ça me regarde pas. Mais... Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a un impact important sur la revente d'une entreprise parce que tu peux pas calculer, tu peux pas les considérer dans tes calculs. Après ça, si l'acheteur choisit de le prendre en considération, tant mieux. Puis au final, s'il achète la business puis que c'est vrai que tu te verses un 300 000 qu'on voit même pas, ben ça va être à son avantage parce que cet argent-là, il va la faire. T'sais. Absolument. Puis lui, il pourra choisir de la verser ou de la rentrer dans ses états financiers. Exact. Mais bon, je trouve que des fois, ça, les gens ne le prennent pas en considération. Ils ont des business puis ils osent faire des petites techniques comme ça. Puis ça leur revient dessus parce que ça diminue la valeur tangible de l'entreprise. Exact. Il faut juste être conscient. Encore une fois, moi, je le répète. Si tu veux faire cette stratégie-là, fais-la. Par contre, essaye pas d'aller chercher le maximum de ta valeur d'entreprise parce que ça ne marchera pas. C'est juste ça. Mais là, tu sembles dire que tu n'as pas tant souvent des clients comme ça. Non, exact. Fait que c'est quoi, finalement, les erreurs fréquentes que tu vois chez les vendeurs? Ben, tu l'as mentionné en début d'épisode, là, quand les gens disent le potentiel. C'est correct, tout le monde vient de me voir, puis ils ont leur business à cœur. Ça fait 10 ans, 15 ans. Écoute, j'en ai 40 ans qui ont leur entreprise. Fait que,
ils sont passionnés. Tu sais, on en parlait tantôt, là. Ils ont la passion. Fait que, voici ma business, puis tout. OK, mais tu sais, les chiffres. Mais les chiffres, là, c'est pas grave. C'est le potentiel. T'es comme, oh boy. Ouais, c'est ça. Ça va être long. Ouais, ça va être long un peu, cette partie-là. Fait que ça c'est plate à dire, mais c'en est un. Puis évidemment, ben, tu sais, de dire que la valeur marchande. Encore une fois, je reviens tout le temps à ça, là, mais tu sais, on l'a dit, c'est émotif. Fait que, tu sais, les gens, ouais, mais moi, ça vaut ça parce que j'ai mis tant d'efforts, j'ai travaillé tant de temps. Ouais, mais à un moment donné, oui, je comprends, mais on a tous vécu des nuits blanches, on a tous vécu des affaires. Fait que c'est ça, là, un peu la réalité. Puis les gens à qui tu dois un peu péter la balloune habituellement, tu sais, c'est quoi leur réaction je veux dire, c'est quoi qu'ils mettent en place suivant ces rencontres-là? Est-ce qu'ils disent, bon, ben, OK, je reprends 2 ans là, pour redresser ça, ou ils sont comme, ben, moi, je vais vendre ça à ce prix-là, finalement? Il y en a qui essayent tout seul, c'est ça. Ils disent, OK, ben, genre, toi, t'as pas raison, mais moi, j'ai raison, puis je vais m'organiser tout seul. OK, ben, bonne chance. Puis, je les vois effectivement sur le marché encore depuis 2 ans, puis je fais comme, ben, c'est plate, mais c'est. C'est sûr, c'est trop cher. Ben, c'est trop cher. Puis là, tu gères ça tout seul, fait que tu gères tout le monde, les curieux. Là, c'est des gestions, là, t'es pas bien préparé, tes documents, t'es peut-être pas toutes. Fait que là, chacun te demande des affaires, des questions différentes. Écoute, c'est une autre réalité complètement. Fait que ça arrive pas si souvent, mais c'est déjà arrivé quand même plus qu'une fois que ces gens-là ont décidé de faire ça. Mais ça les regarde. Je peux comprendre. Une fois le processus de vente enclenché, là, un client t'approche, ça fait du sens, vous évaluez l'entreprise, vous vous entendez sur un objectif de vente. C'est quoi qui se passe? Comment tu l'accompagnes dans les démarches puis tout? Ça prend combien de temps en général? Chez nous, depuis, je vais dire, 3 ans, la moyenne de vendre une entreprise entre signer un mandat, puis on signe le mandat. Puis je parlais tantôt, justement, on monte un dossier. Fait que là, on monte un dossier anonyme pour bien le présenter. On le publie sur une 15aine de sites spécialisés en vente d'entreprise. On a notre CRM plein d'acquéreurs, puis là, on a les tags de savoir quel secteur d'activité géographique, qu'est-ce qu'ils cherchent. Fait qu'on leur envoie. Puis après ça, le NDA signe. Fait que là, on envoie l'autre document. Fait qu'on a présenté au complet l'entreprise avec les états financiers, le ci, le ça, puis le potentiel. Ouais, c'est ça. Et dès qu'on a ça, ben là, c'est de négocier avec les personnes. Dès qu'on a négocié, on fait une rédaction de lettre d'intention, une LOI. Puis dès qu'on a ça signé, on accompagne au financement et jusqu'à la clôture. Fait que ce processus-là, même si les mandats, on les signe pour 1 an parce qu'il peut arriver n'importe quoi, la moyenne depuis 3 ans, c'est 8 mois. OK. Hey, c'est pas beaucoup, là. Non. On est très, très proactif chez nous. C'est rapide en tabarouette. On a un bon réseau, on est très proactif, on est là pour nos clients. Écoute, ça arrive des fois que ça dépasse, là. Mais c'est très peu, puis c'est parce que là, les chiffres n'ont pas rentré, parce que ici, parce que ça. Il y a des raisons pourquoi, mais en moyenne, on est à 8 mois. Puis écoute, j'en ai vendu en 4-5 mois, là, avec l'équipe. Fait que, ça a été, on signe le mandat, la semaine d'après, on monte le dossier, l'autre semaine d'après, on fait la commercialisation. Puis c'est arrivé là, une fois que 2 ou 3 jours plus tard, on a reçu 2 lettres d'intention. Fait que 5 mois plus tard, c'est vendu. Là. Quand ça va vite de même, le vendeur, il se dit-tu « Ah non, on l'a pas mis assez cher? » Non. Non, pas du tout, parce qu'ils savent que c'est un prix juste. Quand on affiche, on fait pas de fausses promesses aussi aux gens. Fait que tu sais, le prix qui est affiché, c'est le prix juste. Puis on l'a eu le prix, tu sais, fait que c'est à chaque fois. Mais ils pognent leur nerf, là, dans le sens que vu que c'est émotif, tu sais, déjà signer un mandat pour dire « OK, on signe pour aller avec vous autres, pour la mettre en vente », c'est déjà tu sais, c'est quelque chose. Puis là, OK, là, on monte le dossier, puis là, c'est excitant. Puis là, on reçoit les premières lettres d'intention. Là, ça va se passer, là. Ouais. Tu sais, là, le roller coaster, là, on le sent. C'est l'émotion. Mais c'est parce que moi, pour l'avoir vécu, là, ouais. Tu sais, puis moi, je l'ai vécu de l'intérieur, tu sais, comme en travaillant avec Karine, puis j'en ai parlé souvent, là. Mais imagine, là, moi, j'ai acheté le salon en voyant tout son potentiel, puis vouloir changer beaucoup de choses devant elle. T'es comme, moi, mais moi, je changerais ça. Mais je changerais ça. Fait que là, c'est de confronter la personne sur les choix qu'elle a fait dans les 13 dernières années devant sa face. Puis moi, là, je le dis comme ça aujourd'hui, mais je réalisais pas ce que je lui faisais vivre, là. Et tabarouette qu'aujourd'hui, moi, quelqu'un voudrait racheter Euphorique puis me dire dans ma face à tous les jours qu'est-ce qu'il changerait, qu'est-ce qu'il ferait de mieux, puis comment il ferait différemment. Ça vient de chercher intrinsèquement, là. J'imagine que c'est ça. C'est pour ça que les gens t'appellent pendant le processus ou pas? Ouais. Ben oui, beaucoup, parce que quand on dit qu'on veut trouver le bon acheteur, le mot « bon » est super important, parce que des acheteurs, il y en a plein. Mais un bon acheteur qui va fitter directement avec l'entreprise, puis c'est correct que tu veux optimiser, puis c'est normal, tu sais, mais je prépare les cédants, je dis, tu sais, puis il y a toujours une transition qui est offerte, tu sais, dans le sens qu'ils ont le chèque aux juristes à la fin, clôture de transaction, il y a une transition, fait que tu achètes une maison, d'habitude, tu revois pas acheteur-vendeur, là, tu sais, mais là, le business, tu vas rester dedans, tu sais, puis effectivement, c'est là que ça, tu sais,
il peut avoir malheureusement des combats de coq, justement, de dire qu'est-ce qui va se passer, ces affaires-là, les changements, mais il faut que chacun soit prêt à, mais oui, regarde, le propriétaire, regarde, c'est plus toi le propriétaire, fait que tu peux plus prendre des décisions. Si la personne elle veut faire ça, oui, tu peux suggérer des choses, oui, tu peux conseiller des choses, mais écoute, il y a son expertise, il y a son expérience, fait que écoute-les. Mais oui, t'achètes une business depuis, justement, qui existe depuis 13 ans et plus, mettons, ben, il y a une raison pourquoi il est rendu là, puis c'est correct de faire des changements, mais graduellement aussi, je pense que c'est la clé quand même. Ouais. Moi, c'était plus par naïveté, là. J'étais comme, OK, on fait ça, j'ai goût de faire ça, tu sais, mais on dirait que là, avec du recul, je suis comme, hey. Ça fait déjà quelques semaines qu'on vous parle de Logis Expert. On a su des fun facts. Ils intègrent des solutions durables à plusieurs de leurs projets afin de réduire leur empreinte écologique. Lorsque c'est possible, ils misent sur des technologies innovantes que je connaissais pas du tout, comme par exemple Régeno, qui récupère la chaleur des eaux usées domestiques pour diminuer la consommation d'énergie liée à l'eau chaude. Une approche qui permet d'optimiser l'efficacité énergétique. Matériaux éco-responsables, conception intelligente et optimisation des ressources, ils cherchent toujours à allier confort et durabilité dans leur développement. Pour les entrepreneurs, l'innovation durable n'est plus une option, c'est un levier stratégique. Logis Expert prouve qu'on peut allier croissance et responsabilité sans compromis parce que construire l'avenir, c'est aussi penser aux générations futures. Découvrez comment en visitant le lien en description. Quelqu'un arriverait puis ferait ce que j'ai fait, là, je sais pas comment je réagirais. Oui, mais Cam aussi, il faut pas que tu oublies, tu serais probablement dans un autre mindset. Ah oui, je serais dans un autre mindset avec aujourd'hui. Là, j'avais aucune ça voudrait dire que tu serais là. comme au bout de toi ce que tu penses que tu peux faire. Ou ben oui, 100%. Là, t'es ailleurs, mais il y a quand même un petit quelque chose de... C'est sûr. Tu mets tellement ton temps puis ton cœur que c'est même pas rationalisé, je pense, les émotions que ces gens-là doivent vivre à un certain niveau. Là. Ah oui, j'en ai eu un client il voulait tellement que la personne qui rachète, là, fasse attention à la clientèle, c'est bien normal, là. Mais tu sais, mon modèle d'affaires, c'est ça, fait qu'il faut que ça reste comme ça. Puis c'est correct, on l'a écouté. Écoute, on a passé justement plus de temps avec beaucoup de monde. On a fait, écoute, ça marchera pas. Non, ça marchera pas. Je suis désolé. C'est pas parce que t'es pas un bon acheteur, c'est juste que pour cette business-là, ça ne cadrera pas parce que lui, c'est pas ça qu'il veut, puis on n'y arrivera pas. Fait qu'on a réussi, on a travaillé fort, mais on a réussi à trouver le bon fit, puis là, ça marche, tu sais. Mais c'est sûr que, à un moment donné, il faut que les gens comprennent que oui, c'est ton bébé, mais tu l'amènes grandir ailleurs aussi. Fait que, puis moi, ça serait différent parce que c'est pas moi qui l'ai bâti non plus. Non. En effet. Il y a un autre aspect. Moi, je l'ai racheté. Mais c'est connu aussi là, dans l'affaire que les fondateurs, comme tu dis, c'est ton bébé. Oui. Puis je veux dire... En tout cas, que ce soit en petite entreprise ou en grande entreprise, c'est la même recette. Le nombre de fois qu'on entend des histoires de des grands entrepreneurs qui se sont fait mettre dehors de leur business, que finalement, ils ont quitté. Il y a beaucoup de fusions qui échouent, puis tout ça, parce que c'est tough quand c'est toi qui as comme créé, puis que l'essence de ce que tu penses que ton concept est, puis que là, finalement, tu te ramasses avec des nouveaux dirigeants qui ont une autre vision. Tu sais, c'est très, très, très difficile. Oui, c'est ça. Vraiment. Ah oui, puis tu sais, j'en ai eu un, à un moment donné, il s'est fait acheter par une banque. Fait que c'est quand même une compagnie d'une vingtaine de millions qui s'est vendue. Puis le gars, il fallait qu'il reste pendant, mettons, 2 ans et demi à un poste de VP. Mettons, il était président de la VP mais c'est une banque qui rachetait tout ça. Puis il a dit, OK, mais là, tu sais, voici, nous, comment fonctionne le succès. Puis là, eux autres arrivent, et c'est normal, là. Ils arrivent avec leur procédure, leur façon de faire, qui est complètement différente du côté entrepreneur. Puis ça a pris 2 ans de plus, puis je pense que ça a fermé. Fait que tu viens dépenser des millions comme banque, puis t'as pas écouté l'entrepreneur parce que c'est normal. La banque a des structures aussi à ça, c'est une autre différence, c'est tout. Fait que, tu sais, lui, il a vu ça aller, c'est correct, là, il a eu son chèque, puis lui, il avait passé le flambeau, mais au début, il était quand même là, il était là, puis là, il fait comme, mais qu'est-ce que vous faites? Tu sais, genre, ça n'a pas de sens, mais c'est correct, à un moment donné, il a arrêté de se battre, puis il a fait, bon, ben, regarde, vous voulez fonctionner comme ça, ben, c'est tout. Moi, je paye, c'est tout. Ouais, c'est tough, par exemple, parce que, tu sais, comme tu dis, oui, il a eu son chèque, fait qu'il peut se comporter un peu de même, se réconforter un peu comme ça, sauf que ça demeure que lui, il a bâti cette business-là, puis il l'a pas vendu pour la voir mourir. Non. Fait que ça fait mal. Ça fait vraiment mal, puis ça arrive plus souvent qu'on le pense. C'est comme un débat majeur entre l'entrepreneur puis les racheteurs qui sont souvent des plus grosses entreprises, qui ont des procédures, puis tout ça, puis c'est vraiment tough. Mais moi, ce qu'on m'a le plus souvent répété par rapport à ça en affaires, c'est comme, quand tu vends, là, c'est plus à toi. Oui, c'est ça. Oui, l'acceptes. Oui. Ça paraît anodin, là, mais le monde, ils veulent... C'est quoi la phrase? Genre, l'argent et le pain et l'argent du... Le beurre puis l'argent du beurre. Le beurre, la vache qui a fourni le lait. Le beurre, le gazon. Le beurre et l'argent du beurre, c'est comme, tu veux vendre,
Puis tu veux que tout reste comme tu as l'habitude de le faire, it doesn't go Non, together. exact. Genre, à moins que tu vendes comme un feu pour moi. Mais encore là, je sais pas Non, qui mais tu faut- prévends, Je pense pas. Mais non, puis même dans les négociations, c'est exactement ce que j'ai comme discours. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas tirer la couverte tout le temps trop de ton côté. C'est correct que tu veux avoir, il y a des points importants qu'on va garder, mais tu sais, mettons, l'acquéreur arrive, puis voici ça. Mais tu sais, voyons, c'est pour ça que moi, j'essaie de le conseiller le plus possible. Tu sais, oui, on va aller chercher le maximum pour ça, mais regarde, il faut peut-être que tu laisses aller ça. Fait que tu sais, on est-tu d'accord? Oui, c'est bon, on a un match, mais c'est ça la réalité quand même Ben aussi. oui. On gère des humains. Ah non, Ouais. vraiment, c'est difficile. Tu sais, moi, j'ai grandi avec une mère entrepreneur qui avait un... Ben là, elle vient tout juste de se retirer de cette entreprise-là qu'elle a fondée. Mais elle avait un réseau de cliniques à travers le Canada, 70 cliniques, les cliniques Dermapur. Puis Wow. eux faisaient toujours leur processus, c'était l'acquisition. Ouais. Fait que, mettons, elle, les 3 premières cliniques Dermapur, il y a 15 ans, elle les a ouvertes elle-même. Après ça, elle a trouvé des associés, on commencé à travailler ensemble et à partir de ce moment-là, les 67 autres cliniques, ça a été par acquisition toujours. Wow. Mais imagine, tu sais, tu connais bien ça. Là, Ah comme, ouais. imagine faire l'acquisition d'une clinique qui est dirigée par des médecins, parce que c'est des cliniques médico-esthétiques premium. Fait que, tu sais, j'adore les médecins. Mais Comme où c'est que tu t'en vas? Ouais, c'est ça. C'est Tu des vas nous gens. mettre dans le schnock, Non, là, non, attention. je suis comme salut à ceux qui écoutent. Mais où je veux en venir, c'est que tu sais, les médecins, c'est quand même fréquent qu'il y en a qui ont quand même une certaine ego, puis aussi ils ont plein de skills, sont super intellectuels, Ouais. mais tu sais, le côté business, Ouais. c'est pas la force de tous, tu sais. Non. Mais il y en a plein pour qui, oui, mais où je veux en venir? C'est que moi, là, j'ai grandi en entendant des histoires d'acquisition tout le temps, puis des succès majeurs où c'était comme parfait, tout va bien, puis là, d'autres histoires de le médecin, tu sais, puis ils vendent sans tomber dans les chiffres, c'est eux, ils vendent pour des millions, là, ouais. puis là, après ça, finalement, fait qu'ils choisissent de vendre, ils encaissent les sous, puis là, ils voudraient que tout demeure pareil comme ils ont l'habitude de faire, alors que finalement, ils se font acheter par une brand. Ouais. Fait que ta clinique, elle va changer de nom, elle va changer de couleur, elle va changer, tu sais. Ouais. Mais bref, les gens, émotivement, sont tellement impliqués, puis c'est ça. Je pense que quand tu vends, tu veux l'argent, le beurre et l'argent du beurre. Ben oui. C'est clair. Tu veux que ta marque, elle perdure un peu, j'imagine, à un certain niveau. Ben oui, Oui, t'as créé mais de quoi, justement, pour... Si tu c'est choisis, ça. tu sais, quand tu choisis de vendre à une marque, à un moment donné, c'est comme Ouais. le gars que tu nous racontes qui a vendu à une banque, je sais pas c'était quoi son service, mais Ouais. tu sais, je veux dire, Une banque, c'est une banque. une banque, c'est une banque, là, elle a son branding, elle a sa façon de faire à elle, puis ça C'est se peut que ton image, elle change. Fait qu'en tout cas, c'est un univers assez humain. C'est, oui, 100%. Plus Vraiment qu'on pas. pense, qu'on finalement. pense. Ben oui, mais justement, on dirait que c'était comme pas connu. On dirait que c'était tout le temps, justement, tout le temps financier, c'était tout le temps légal, c'était tout le temps, Ouais. tu sais, il y avait juste ça qui était, tu sais, puis les entrepreneurs me le disent, je vais parler à mon comptable, c'est important, mais je veux dire, quand tu parles de vente, ou, puis là, ouais, mais je peux pas y poser comme question, puis là, ils vont me parler, puis ils parlent pas le même langage, tu sais, fait que c'est ça Ouais. la différence C'est aussi. ça. Ouais, ils Ben ont oui, besoin de 100%, l'humain. c'est sûr que l'humain, on en parle, là. Moi, j'ai des clientes, des fois, qui me textaient, genre, à 6 h le matin, hey, il est arrivé telle chose à faire là, puis là, je fais comme, regarde, il y a ça, puis là, OK, on s'en parle plus tard, merci beaucoup, Martin, juste, Ouais. tu sais, qui fait faire ça? Personne. Mais nous, on le fait. Ouais. C'est ça. Ben, c'est un important. besoin, clairement. Là. Ouais. Puis là, moi, je me demande, au début, là, on a parlé d'évaluation d'entreprise, tu as parlé des états financiers, puis après, on est parti dans un rabbit hole. Sur quel autre aspect on évalue une entreprise? Ouais, ben, il y avait état de résultat, le bail, salaire des propriétaires, équipement, puis justement, mettons, inventaire. C'est pas mal, tu sais, vraiment ce qu'on regarde, puis après ça, ben, on regarde sur Internet, tu sais, dans le sens que ça fait combien de temps l'entreprise existe, elle a-tu une bonne réputation, pas une bonne réputation, ça aussi, on joue là-dessus, on n'a pas le choix. Comment on évalue? Ben, dans le sens qu'on fait juste, sans dire qu'on va dire, ah, ça vaut tant parce que c'est un 2 étoiles. Tu sais, ça n'a pas rapport. Sauf que faut le considérer dans les points à risque. Tu sais, dans le sens que, oups, là, celle-là, c'est une entreprise 2 étoiles. Oups, celle-là, c'est une 4 étoiles. Tu sais, oups, 5 étoiles. Oups, peut-être, tu sais, fait que c'est sûr qu'on vient une bonne présence sur les médias sociaux ou pas zéro. Puis c'est correct. Si t'en as pas, tu sais, moi, j'ai vendu dans des entreprises qui fonctionnaient encore, je disais tantôt, quand moi-même j'ai acheté, mais une autre entreprise, papier, crayon, ces affaires-là, puis c'est tout, là. Je veux dire, rien d'informatisé, pas de pub, pas rien. Ben, ça vaut ce prix-là. Quelqu'un qui veut racheter, ben, il va mettre en place d'autres choses, il va être plus efficient, puis tant mieux aussi. Fait que, mais c'est joue à dans considérer. balance. C'est sûr que ça joue dans balance. C'est sûr que ça joue dans balance. T'as-tu besoin d'être là comme propriétaire 40 heures semaine? Ou non? Ou t'es là 20 heures semaine? Ou t'es là 5 heures semaine? Tu sais, c'est quoi ton rôle? Ça aussi, ça l'impact évidemment aussi. Tes contrats que t'as, est-ce que c'est des contrats signés à l'année? T'as-tu des contrats récurrents, justement? Ou c'est de temps en temps parce que t'as fait ton nom puis ça revient année après année? Tu sais, c'est quoi tout ça impacte évidemment la valeur marchande d'une entreprise? Très intéressant. Maintenant, plongeons dans l'achat d'entreprise, parce que là, on parlait de la vente. Ouais. Là, l'achat, le fameux reprenariat là, tel quel, est-ce que tu en vois de plus en plus ou ça reste comme toujours? Ouais. Ah, plus encore. Notre CRM est
bondé d'acquéreurs en ce moment qu'on a. Puis, tu sais, nous, on a décidé de faire un profil acquéreur. Là, fait que, tu sais, c'est toutes des données qu'on a. Qu'est-ce que les gens recherchent? Secteur d'activité géographique, taille d'entreprise. C'est quoi qu'ils ont comme fonds pour investir? C'est tout confidentiel chez nous, mais on a toutes les informations. C'est quoi leur expérience? Fait que ça, il y en a plein. Est-ce que ça, tout prêt à acheter? Non. Tu sais, c'est ça aussi qui est dur. Tu sais, mais là, moi, je pars d'une grande firme, je m'en viens acheter. Je dis pas que c'est pas bon. Je dis juste que tu sais, c'est une mécanique aussi d'entreprendre, d'acheter une entreprise. Puis il y en a qui, je leur envoie des choses, puis non, c'est pas pour moi. Puis là, c'est pas pour moi. Mais tu sais, OK, mais regarde pas comme 6 domaines différents aussi. Ouais. Apprends, va sur le marché, va parler à des entrepreneurs, comprends leur réalité, jase avec du monde. Là, ça va avancer. Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de gens qui connaissent pas l'entrepreneuriat, que là, parce que le reprenariat est super populaire, ils s'inscrivent là-dessus, puis là, ils sont comme en mode exact. Je vais grind, je vais devenir businessman, puis let's go. Oui, on va faire de l'argent. Oui, il faut que tu mettes des efforts aussi. Quoi? Tu sens-tu un peu que, tu sais, comme en pandémie, là, les courtiers, tout le monde immobilier, là, tout le monde disait genre, oh mon Dieu, ils font tellement de cash en ce moment. Mais moi, là, pour avoir acheté une maison en pleine pandémie, je m'excuse, mais les courtiers travaillaient 15 000 fois plus fort pour vendre une maison. Il y avait de la surenchère, puis là, il n'y avait pas. Puis en tout cas, est-ce que tu te sens un peu comme ça en ce moment, que tu fais beaucoup de back and forth avec des gens qu'au final, c'est moins sérieux à cause du trend ou de l'espèce de vague? Pas à ce point-là, parce qu'on filtre beaucoup les gens. Fait qu'on est capable de déceler, tu sais, justement un peu qu'est-ce que les gens recherchent, ces affaires-là. Puis écoute, regarde, moi, je te dis que c'est ça. Puis je t'explique comment faire l'acquisition, je t'explique comment arriver à ça. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Bon, mais c'est correct, tu sais, ben, tu veux-tu qu'on gère une autre business? Tu veux-tu qu'on aille voir autre chose? On va jaser, puis écoute, sinon, dès qu'il y a une opportunité, on te l'envoie, prends le temps de l'analyser, puis pas plus compliqué que ça. Fait que tu sais, on vient vraiment, tu sais, humainement parler quand même à la personne, mais tu sais, on vient filtrer de dire, ben, ça se peut que ça ne cadre pas effectivement avec tes besoins. Fait que je te le dis tout de suite aussi. J'imagine que le volet financier est quand même important là-dedans. C'est sûr. Quand tu as un acquéreur qui s'inscrit sur ton portail ou peu importe, est-ce que c'est quelque chose qui est considéré rapidement? Ouais. Oui? Le financement? Ben oui. Le financier, combien qu'il y a de sous pour investir? Ben oui, finalement. Ben oui, exact. Tout peut changer. Tu sais, je veux dire, puis il faut concrètement que les gens sachent aussi comment acheter une entreprise. Tu sais, généralement, tu achètes 100% des actions d'une entreprise. Les banques, là, je dis très général, là, parce que ça dépend d'activités, ça dépend des banques qui ont plein de paramètres, mais grossièrement, 70% est financé. Fait que tu as un 30% soit à mettre comme mise de fonds, / on en a parlé tantôt, un peu balance de vente. Fait que tu sais, le 30% vient là aussi pour paramétrer. Ça, c'est la structure générale aussi. Fait qu'au moins, les gens, quand je leur explique, font comme OK. Fait que, mais finalement, j'ai peut-être plus d'argent qu'il faut pour acheter peut-être plus gros. Ou, ouais, j'avais pas vu ça de même. Fait que, ouais, je vais peut-être mettre moins. Mais ça va dépendre des business. Il y a des business qui sont comme, écoute, moi, je suis prêt à faire une plus grosse balance de vente parce que je sais que c'est un marché qui est plus difficile. Fait que c'est du cas par cas en général, mais au moins, on est capable de bien enligner les gens là-dessus. C'est tellement intéressant, par Vraiment. exemple. Comment ça a fonctionné? Ben moi, comment ça a fonctionné, je savais pas pantoute comment ça fonctionnait. Puis là, moi, j'allais aller là parce que moi, j'ai une entreprise de service qui est de la coiffure. Tout dépend des gens qui travaillent là, de leur engagement envers la propriétaire puis envers l'entreprise. Revendre Euphorique un jour, là, ça va être une job, là. Dans le sens où il dit non, ça va être correct. Mais tu sais, la marque était déjà forte puis tout ça. Mais moi, je travaillais à l'intérieur de l'entreprise. Puis là, tranquillement, pas vite, nous-mêmes, les propriétaires, souvent en coiffure, on fait partie du chiffre d'affaires. Ouais. Donc, autant on se retire de l'entreprise, autant, mais en tout cas, bref. En service, je pense que c'est beaucoup comme ça aussi. Ouais. Est-ce que tu en fais beaucoup du service? Oui, j'en fais généralement beaucoup de services. Ah ouais? Parce que moi, je m'étais fait dire que c'était vraiment un secteur difficile à revendre, puis que tu ne revends pas ça une business de service, c'est le cœur des gens qui choisissent. Puis... Fausse croyance. Oh, j'adore ça! Fausse croyance. Des services, là, on en a vendu plusieurs, puis je te donne un exemple. Là. Avec ce que tu dis, là, je saute là-dessus parce que c'est arrivé une fois parce que le gars, il pensait de fermer les portes. Il a appelé sa planificatrice financière, il a fait comme « Hey, tu sais, je pense que je vais fermer mes portes, etc. » Puis il a fait comme « Parle à Martin et son équipe, mettons. » Fait qu'on s'est parlé, on a signé le mandat, puis mettons, 5-6 mois plus tard, on a vendu son entreprise pas loin de 500 000. Bah! T'as mieux fermer les portes ou avoir un chèque de 500 000? C'est toi, comme tu veux. Fait que, mais lui, il pensait effectivement fermer. Il pensait pas que ça allait se vendre, sa business. Mais c'est ça, c'est une fausse croyance. J'en ai vendu, puis je parlais tantôt, le monsieur qui voulait, c'est un domaine informatique, le monsieur qui voulait justement avoir la personne qui va reprendre sa clientèle. Tu sais, c'était lui puis sa femme, ça faisait 21 ans qu'il y avait de la business, puis ça fonctionnait comme ça. Mais il y a une clientèle, c'est ça qu'on achète. Wow, on a vendu. Juste une liste de clients, ça vaut de l'argent. Ben exact, c'est ça. T'auras peut-être pas dans les 6 chiffres, mais tu vas peut-être avoir dans les 5 chiffres, puis ça va être vraiment le fun. Ben, tu le sais pas. Fait que 100%, tout se vend.
Tout se vend. Mais là, il y a beaucoup d'opportunités manquées, ça veut dire. Énorme. Donc là, ton entreprise à toi est vraiment en croissance. Énorme. C'est fou. Il y a un gros travail d'éducation à faire. Là. Vraiment? Il faut que le réflexe de tous. Mais c'est Exact. vrai. Ah oui. Ah oui, C'est non, quoi la réponse? C'est non. Oui, non, non, Mais écoute, c'est fou. il faut que tous les entrepreneurs qui ont des business comprennent que du moment que vous voulez vendre, ou pas vendre, en fait, du moment que vous voulez ne plus faire ça, essayez de vendre. Exact. Vous allez réussir. Ben oui, Tu vas avoir quelque chose quelque part. C'est sûr, il faut juste bien le faire. Oui. C'est tout. C'est la seule chose qu'on demande. On le fait bien en travaillant avec Martin. Exact. Avec l'équipe au complet. Définitivement, parce que trop de personnes ont essayé, puis justement, puis il y en a qui ont réussi, puis c'est correct. Là, je dis pas que c'est une solution miracle, mais à date, chez nous, ça fonctionne quand même très bien aussi là-dessus. Ben, c'est parce que c'est backé par du vrai data, puis des experts. C'est ça qui est ça. Là, je veux dire, si tu gères un salon de coiffure, tes skills ne sont pas dans la revente d'entreprise. Là. Non, clairement ça, pas. Tu sais, moi, pour revenir à mon histoire, c'est que j'ai tellement cherché, j'avais 4 créanciers. Premièrement, quand j'ai eu la première offre d'achat, j'avais pas de mise de fonds d'accumuler. Fait qu'il a fallu qu'on me laisse un temps pour accumuler des sous. Puis, mais nous, ça a été le financement qui a été épouvantable. Là. Financer un salon de coiffure, là. Tu sais, tout le monde me revenait avec l'équipe. Fait qu'au final, c'est Evol, mais qui s'appelait Femmes et Sœurs dans ce temps-là. BDC, puis Futurpreneurs qui se sont mis ensemble, puis ça a super bien été. Mais j'avais Desjardins, puis Desjardins se sont retirés à 1 semaine de la transaction. Je savais pas. Ah, tu savais pas ça? Le matin, on annonçait à toute l'équipe que j'achetais. Tout le monde pleurait pendant le meeting. Je pensais que tout le monde m'aimait, premièrement. Et là, en fin d'après-midi, je reçois l'appel. J'avais une nouvelle directrice de compte. Puis moi, à ce moment-là, j'étais une maman célibataire. Et elle m'a dit, mot pour mot, Madame Gendron, les critères ont changé pour votre dossier. Et donc, comme vous êtes un foyer à revenu unique, on va pas pouvoir aller de l'avant avec le prêt. Wow. On était le 10 décembre et puis non pas le 10 décembre, le 10 novembre et moi je signais chez le notaire le 10 décembre. Là. Genre la panique. Finalement, BMO avait accepté mais avec un taux haut, ça a fini en balance de prix de vente. Pas le choix. Karine, elle a été super là-dessus puis ça a vraiment bien été, on s'est reviré de bord mais la panique, là, puis ces moments-là, t'es comme, mais là je viens d'annoncer à tout le monde, tu penses que tu vas réellement tout perdre parce que tu as signé les autres prêts, etc. Fait que moi, c'est le financement qui a été ultra ardu. Après ça, ça a tellement bien été. Le reste, on a été en croissance vraiment longtemps. Je pense que quand tu as quelqu'un de nouveau qui arrive, il y a un souffle différent qui se fait. Puis quand les étoiles sont alignées puis que c'est fait pour ça, ça se passe bien. Mais Cam aussi, il faut t'avouer que tu avais une vision qui était différente de ce qui se faisait puis qui était au goût euphorique. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai un beau success story. Là, je veux dire, on a triplé le chiffre d'affaires, on a triplé de grosseur, on est une belle équipe, puis tout ça, puis ça va super bien. Mais on dirait qu'avec le recul, je vois tout ce que c'était, mais j'étais là-dedans très naïvement. Tu sais, j'ai négocié, comme je dis, j'ai reçu la première offre, je me suis dit, j'ai pleuré pendant le meeting. J'étais comme, c'est bien trop cher, j'ai pas d'argent, mais je veux l'acheter. Puis après ça, tu sais, j'avais 25 ans, là, j'étais comme en mode, je découvrais un peu tout cet univers-là, puis je savais même pas par quel professionnel. Une chance que je tombais dans le bureau de Marianne, puis que Phil, il m'a accompagné. Je sais pas comment j'aurais négocié ça, là. Mais non, exact. Puis c'est souvent ça, le monde, ils se font pas aider, fait que... Non! Ben, ils se font, OK, ben, on va signer le contrat, ben, c'est comme ça que ça marche. Puis là, ils pensent que c'est comme ça, puis là, tu fais, oh, attends, là, peut-être pas, là, t'as-tu regardé telle clause, t'as-tu regardé ça, là, t'es lié pour ça. Ben, puis ils peuvent prendre des risques non nécessaires pour y arriver. Oui, mais moi, j'avais pas les sous pour prendre des risques. Non, c'est ça, mais toi, t'avais eu une maison, là. Oui, c'est ça. T'avais eu une maison, t'aurais peut-être réhypothéqué ta maison pour avoir de l'argent, puis ça, mais comme dans les faits, tu pouvais te leverager, c'est pas le bon mot, mais utiliser les banques comme levier, les banques ou les institutions. Exactement, mais tu sais, moi, les banques m'ont toutes refusé. Là. Je veux dire, j'en ai fait 7 avant qu'une personne me parle de Femmes et Sœurs. 7 rencontres dans des banques différentes avant qu'ils me disent que Femmes et Sœurs existent. À quel point les gens y croyaient pas au reprenariat ou en... Puis j'avais... Ils connaissaient pas ça. C'est ça. Femmes et Sœurs, c'était pas tant connu non plus dans le temps. Ouais. Puis là, ça commence, mais même j'en parle maintenant aux entrepreneurs, puis je fais, vous connaissez, puis là, ils savent pas, puis je dis, ben, va voir. Pour vrai, c'est un très bel outil, mes affaires-là. Tu sais, on va regarder, nous autres, quand on dit qu'on accompagne dans le financement, ça fait partie de ça, de regarder c'est quoi les solutions, comment qu'on peut t'aider dans telle sphère, ces affaires-là. On va te donner les bons contacts. Nous, on va parler aux bonnes personnes. On va monter le dossier avec toi. On va s'organiser pour que ça fonctionne aussi. Mais c'est
justement, il faut être à l'affût des solutions un peu partout qui s'offrent à nous, là, c'est sûr. Parce qu'il y en a toujours. Toujours. Oui, en effet. Est-ce que toi, tu collabores beaucoup avec les institutions financières? Oui. Oui, j'ai des bonnes relations d'affaires, évidemment, là-dessus. Sens-tu que, justement, le fait que toi, tu sois un facilitateur qui s'implique dans beaucoup de projets de reprenariat, ben ça devient avantageux pour les acheteurs, les revendeurs, parce que toi, tu as des bonnes relations avec Je pense qu'à eux? date, oui. Je dirais parce que... Un peu comme un courtier hypothécaire. Ben Tu sais, Ouais, mais tu vois, ça, c'est drôle, hein, parce que des fois, je dis aux gens que je le suis pas. Je suis pas courtier hypothécaire de toute façon, sauf que le courtier hypothécaire, puis je veux pas tous les mettre dans le même bateau, évidemment, là, mais tu sais, ils vont prendre un dossier, ils vont le shipper à comme 20 banques, puis reviens-moi avec comme le meilleur taux, tu sais. Moi, j'ai des relations d'affaires. Moi, j'appelle mes contacts financiers, mes banquiers, pour te dire « Salut, j'ai un dossier ». S'ils me répondent pas là, ils me rappellent tout après le rendez-vous, on jase, ils savent que je leur amène de l'eau au moulin, ils savent que quand j'amène le dossier, c'est bien monté, c'est bien préparé, fait que ça vient faciliter leur job aussi. Quand je dis facilitateur, c'est ça aussi, tu sais. Fait que je viens faciliter leur job. Ils vont me dire hey, écoute, Martin, oui, on est intéressé pour le dossier, on va aller de l'avant. Parfait, mets-nous en contact avec l'acquéreur. Ah, écoute, c'est pas pour nous, parce que c'est le domaine, parce que ci, parce que ça, aucun problème. T'as-tu quelqu'un à me référer? Oui, j'ai quelqu'un d'autre, clac, on change d'institution où j'ai d'autres personnes et tout, mais des solutions, on en a partout, mais c'est des relations d'affaires que moi j'ai. Fait que oui, ça vient beaucoup aider là-dessus. ouais, j'en doute pas. Est-ce qu'on peut vendre une entreprise qui fait pas d'argent? Ben oui. Ben oui. Comment Tout ça ça. se passe, ça? Et comme tout se vend. Ouais, Tout se vend. Ben, tout se vend, puis ça dépend à quel prix. T'sais, c'est juste ça. T'sais, parce qu'une entreprise qui n'est pas profitable, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas rentable. C'est deux choses quand même aussi. Fait que, ça a une valeur pareille. On va peut-être le vendre différemment. Est-ce que c'est les actions d'entreprise qu'on va acheter? Pas nécessairement. On va peut-être vendre les actifs, avec l'achalandage, les équipements, l'inventaire, etc. Fait que c'est une autre valeur, mais tu peux vendre quelque chose quand même. Ou dans certains cas, moi, ma première que j'ai achetée, quand je disais tantôt la salle de réception, j'ai acheté les actions d'entreprise. Naïvement, peut-être un peu, mais ça s'est fait, puis bien enligné, on a grandi l'entreprise et là, on a regardé qu'au gouvernement, parce qu'il déclarait justement pas tout ou genre tout le temps un peu dans le négatif ou ses fesses un peu, ça a donné qu'il y avait un dû aux actionnaires. Fait qu'un dû aux actionnaires, c'est quoi? Ça veut dire que, écoute, année après année, on monte un bill au niveau du gouvernement. Ça veut dire que moi, quand je reprends ça, ça dépassait le 150 000 $, que je peux reprendre dès que je fais du profit, je peux le mettre comme un dû aux actionnaires, je paye pas d'impôt là-dessus, puis ça va directement dans mes poches. Oh oui. Ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. Ben oui, c'est tout une valeur vaut quelque ajoutée. chose, C'est une c'est valeur ça. ajoutée. Wow. Mais c'est pas tout le monde qui sait ça. Faut juste bien expliquer tous les petits détails. Là. Voilà. Ah non, mais c'est un univers tellement complexe. Tout ce qui Ouais. est la fiscalité, ça prend Absolument. vraiment des professionnels pour t'accompagner là-dedans. 100%. Mais moi, je me pose cette question-là parce que ça arrive souvent qu'on entend des entrepreneurs dire ah ben, tu sais, nous, on réinjecte tout dans notre entreprise. Ouais. Fait que, tu sais, finalement, tu te retrouves avec, ben, mettons, je peux prendre notre balado comme exemple, tu sais. Ouais. Tu sais, nous, on se retrouve à avoir des revenus, des dépenses. Ouais. Puis là, plus on croit, plus on se dit, plus on croit en croissance, plus on se dit, ah ben nos revenus, comme on va réinjecter des plus gros montants dans notre entreprise. Mais si on réinjectait pas ces gros montants-là, ça veut pas dire qu'on n'aurait pas on continuerait pas de croître, puis notre profit augmenterait. Fait que, Oui. tu sais, le potentiel, comme Ouais. tu dis, il est vraiment là. Fait que, comme Ouais. tu dis, c'est la rentabilité versus la profitabilité. Exact. Exact. Ben oui, tu sais, réinvestissement, ça peut être réinvestissement justement marketing. Ça peut être, tu as besoin d'avoir justement du nouveau matériel, ben, tu l'achètes une année. Par contre, l'année suivante, ça, on l'enlève des dépenses. Ouais. Parce que vous l'avez déjà investi, ça l'a aidé à faire croître la business pour telle raison, mais c'est une dépense unique. Fait que, tu sais, rendu là, l'année suivante, ben, on vient. Tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Fait qu'on revient normaliser. De dire, ben oui, regarde, cette dépense-là, elle n'est pas récurrente, c'est normal. J'ai un autre mythe, moi. Oui. Parce que Vas-y. le BAYA x 5 ans, c'est-tu la valeur de ton entreprise? Le profit x 5 ans ou... C'est vrai, cette affaire-là, là, Hey, de ça, là. le BAYA x 5 ans ou les profits x 5 ans? Ça m'énerve, ça. On vas-y, pourquoi? Parce que c'est comme une règle du pouce. Là. Ça a sorti il y a comme plusieurs années. Ah, on prend la ligne du bas, puis c'est x3, x4, x5 les profits, puis c'est ça que ça vaut la business. C'est pas ça que ça vaut une business. Tu peux pas le calculer comme ça. Je l'ai dit au début, puis je vais leur dire encore, ça dépend du secteur d'activité, géographique, la taille de l'entreprise. Tu sais, ça fait combien de temps tu es dans le monde des affaires? Ça fait-tu 3 ans? Ça fait-tu 13 ans? Ça fait-tu 40 ans? Tout a un impact. Tu sais, tu peux pas juste dire, ah, ça vaut juste ça. Oui, il y a les multiples qu'on considère, évidemment, mais c'est un multiple, c'est revenu sur la ligne du bas. Ça dépend des domaines, ça dépend comment c'est fait. Quand je disais aussi les clients récurrents, comment que c'est signé, tu sais, il y a comme plein de choses qui vont impacter de... Fait que, tu sais, chaque personne va dire « Ouais, mais là, ça vaut pas ça à cause de ça. » Ben, bonne journée. Tu sais, on va soit que tu es prêt à écouter un peu ce que je vais te dire, comment ça se passe, ou si t'es pas prêt, ben, c'est correct aussi. Tu sais, mais
on peut pas partir avec cette idée-là aussi. Je sais que c'est très large. On peut le dire, OK, ça vaut ça, mais je reviens encore. On normalise. Si tu fais juste regarder une ligne du bas, il y a une année que ça va bien, l'autre année, ça va pas bien. Tu fais une moyenne, je comprends, mais à un moment donné, s'il y a des dépenses comme extraordinaires qui rentrent, ça fait plus de sens. Ça fait plus de sens. Fait qu'il faut tout ça pour l'expliquer, pour le mettre dans le rapport d'évaluation, puis après ça, on s'en va voir les banquiers puis de dire « Hey, Gann, voici pourquoi. » Ils font comme « Ah, OK, cool, merci de me l'avoir expliqué. » C'est ça la réalité. C'est intéressant. Moi, je me demande, vendre à un compétiteur, c'est oui ou c'est non? Oh, c'est bon, ça. Ouais, c'est excellent comme question. Tu vois, à date, j'ai pas trouvé... Puis je dis pas que c'est pas bon, OK? Jusqu'à date, quand on a accompagné les gens, on a signé des mandats, puis les gens font faire « Hey, moi, je connais un compétiteur, là, il serait peut-être intéressé. » Tu sais, c'est une question de timing. Fait que parfait. On prend le temps, on monte le dossier, on va être bien préparé quand même pour l'appeler. Je l'appelle, « Salut, t'es-tu intéressé? » Ah ouais, tu sais. Évidemment, au début, c'est anonyme. On a une business dans tel domaine, T'es-tu prêt à aller plus loin? T'es-tu en mode acquisition? Si t'es pas en mode acquisition, ça veut pas dire que la compétition est en mode acquisition. T'es-tu prêt à absorber, pas juste financièrement, mais une équipe, un ci, un ça, pour « Ah, écoute, c'est peut-être pas le bon temps. Ah, ben, peut-être je serais curieux. » Puis là, après ça, vient le temps de dire « Ah, ouais, mais ça vaut pas ça. » Moi, j'ai eu ça là, plein de fois. Des compétiteurs ou des gens du domaine dans plein de sphères d'activité, puis « Ah non, mais ça vaut pas ça. » Mais finalement, c'est que ça j'ai se passe envie pas. de dire... Ça se passe pas avec le compétiteur. Je la vends avec quelqu'un d'autre, tu sais. Mais ça se passe pas Mais avec... mettons qu'on prend un contexte où c'est réellement ton équipe, Martin Dutou, qui a fait l'évaluation d'une entreprise, puis là, vous approchez un compétiteur, puis là, ce fameux compétiteur vous dit « ça vaut pas ça. Ouais. » Selon moi, c'est le compétiteur qui est un peu... qui est dans la faute, selon moi, parce que... Mais pas dans la faute, mais je veux dire... Toi, tu as fait une évaluation conforme. Exact. Fait que c'est pas parce qu'après ça, lui, selon ses connaissances de son domaine puis de sa business, il se dit genre non, ça vaut pas ça, que comme ça vaut pas réellement ça. C'est quasiment de l'orgueil, j'ai l'impression. Beaucoup. Tu sais, c'est comme si Mais oui. un gros centre de coiffeur de Sherbrooke qui t'approchait ou son représentant qui facilite le tout te disait « Hey Camille, veux-tu acheter le salon Confidence? » Genre, puis là, toi, t'étais comme « ça vaut pas ça. » Ben, excuse-moi, ils ont fait les démarches adéquates. C'est ça, clairement. Toi, ça peut être ton orgueil de comme « Mais là, j'ai pas les moyens de l'acheter, j'ai un gros salon moi aussi. » Puis il m'arrive avec... Puis là, ils vont le vendre à quelqu'un d'autre. Puis là, t'as comme peur de la compétition. J'ai comme l'impression qu'il y a plus d'émotions dans de la compétition, comme ça. Puis les gens, des fois, même justement, c'est arrivé là, dans le domaine de la construction, là, tu sais, on arrive, on représente quelqu'un, ces affaires-là, puis là, on présente à des acquéreurs. Les acquéreurs font comme ça vaut pas ça. OK, parfait. Ben, bonne journée. Puis on a gardé contact avec eux autres. On a vendu de la business pareil, genre 6 mois plus tard. Puis genre, puis là, après ça, il a fait Caroline, Martin, tu sais, t'as vendu de la business. Puis là, il me voit aller, il me suit. Puis là, OK, mais t'en vends des business? Ben oui, c'est pas une blague, là. Genre, fait que ce qu'on évalue, c'est vrai, là, tu sais. Puis, mais ça fait partie de la négociation. Je comprends si tu veux négocier. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Mais dis-moi pas que ça vaut pas ça. Ça vaut ça. Après ça, on jase. Mais aucun problème. Un exemple, là, comme ça, là, mettons. On est sur la même rue, là. Ouais. On est à 2 coins de rue différents. On n'est pas dans la même clientèle, puis j'adore Marc-Claude puis Régent, là. On s'aime beaucoup. On est des compétiteurs très sains, là, dans notre domaine. Là, on parle de souvent, 2 salons de coiffure à Sherbrooke. Exactement. Puis Confidence, c'est une institution, là. Moi, je les admire beaucoup pour leurs employés qui restent depuis très longtemps. Fait que bref, demain matin, eux autres, ils me disent, tu nous rachètes, là. Mais moi, j'ai pas besoin de leur local. Non. J'ai de la place pour leur coiffeur chez nous. Fait que là, of course, que je me dis, je peux pas payer ce montant-là parce que j'ai pas besoin de tout l'équipement. Puis of course que OK, je peux racheter leur inventaire, puis leur nom de client, mais tout ce qui est l'investissement de mobilier, de ci, de ça, je peux pas leur racheter ça. Fait que peut-être qu'à ce niveau-là, il y a des enjeux que c'est pas nécessairement que ça vaut pas ça. Non. Ça le vaut. Mais moi, si je l'opère, je peux tout centraliser, puis après ça, tu sais. Ben oui, ça, c'est un avantage, effectivement. Puis après ça, ça fait partie, encore une fois, des négociations. Exact. Ben regarde, moi, je suis pas prêt je suis prêt à acheter ça, mais peut-être pas ça. Toi, es-tu prête à ça? Tu sais, ah ouais, OK, ben tu peux acheter une partie, puis genre mon équipement, je pourrais la liquider, vendre ça. Ben oui, tu sais, rendu là, ça va te paramétrer d'un prix. Tant mieux. Eux, ils peuvent te vendre toute leur clientèle, leur équipe, patati patata. Ouais. Puis il y a une autre business qui va acheter local ou qui va, un autre centre de coiffure qui va ouvrir là. Ben oui, absolument. Très intéressant, très Vraiment. intéressant. Ça donne le goût, my God! Oui, c'est ça, on vend tout! On vend tout! Non, on achète tout, Ouais, Claude. c'est ça, On acheter, achète, Claude. acheter. On vend rien, on achète. Je pense déjà à ma retraite. Mais merci, Martin, pour ton temps. Merci à vous autres. Ce fut
très intéressant. Je pense que c'est un univers qui doit être découvert davantage parce que là, le reprenariat, je l'ai nommé en début d'épisode, mais on en entend beaucoup parler. Ouais. Puis je crois que toi et ton équipe, parce que là, chaque fois qu'on dit toi, tu dis et mon équipe. Tout le temps. Il y a du beau monde C'est derrière important. ça, clairement. Toi et ton équipe êtes clairement une ressource clé. Puis pour nous, c'est un plaisir de Vraiment. vous avoir rencontrés parce que je crois qu'il y a des auditeurs pour qui ça va probablement faire une différence. J'espère Ouais. pouvoir aiguiller les gens. J'espère que les gens peuvent comprendre, être ouverts à ça. Puis, tu sais, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter. Puis, juste jaser. On va juste jaser. Pour vrai, je suis pas là pour vendre rien. Là. Je vais juste jaser. Puis, on va absorber un peu. On va regarder ça. Puis, parfait. Comme je dis, là, des fois, il y a du monde qui me rappelle 10 mois plus tard, 2 ans plus tard. Fait comme, OK, là, je suis prêt. Puis, j'ai aimé ton approche. Et tout. Parfait. Tu sais, rendu là, moi, on regarde toutes les opportunités possibles. Là. Exact. Juste de savoir que la ressource est là, des fois. Exact. Ça peut faire du bien. Alors, merci beaucoup. Puis, Merci à vous tous autres. les liens vont être en description pour ceux que ça intéresse. Ben, tous les liens. Le lien, finalement, vers le site de Martin puis son contact personnel. Puis sinon, ben, on te souhaite une très belle journée. Pareillement. Merci beaucoup. Bonne transaction. C'est bon, ça.